Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 3 février 2026. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la question palestinienne. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Farida Al-Choubechi, écrivain et journaliste. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Merci, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. On va commencer par un premier reportage et on entame tout de suite après notre discussion. L'Égypte occupe une position stratégique majeure grâce à sa situation géopolitique unique reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée, ainsi qu'à son contrôle du canal de Suez. Cette importance géopolitique se reflète clairement dans son rôle actif au sein de nombreux regroupements internationaux et régionaux où elle cherche à défendre ses intérêts nationaux et à promouvoir la stabilité régionale et internationale. Un commentaire. L'Égypte est l'un des membres fondateurs de la Ligue des États arabes et accueille son siège au Caire. Elle joue un rôle central dans la coordination des positions arabes sur des questions politiques majeures, telles que la cause palestinienne, la sécurité régionale et la coopération économique entre les pays arabes. En tant que pays africain clé, l'Égypte participe activement aux institutions de l'Union africaine. Elle œuvre pour le renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent, le développement durable et l'intégration économique. La présidence égyptienne de l'Union africaine en 2019 a renforcé son influence au niveau continental. L'Égypte est un acteur essentiel dans la coopération euro-méditerranéenne visant à promouvoir le dialogue politique, la coopération économique et les échanges culturels entre les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée. L'Égypte est membre actif de l'Organisation des Nations Unies et contribue aux missions de maintien de la paix. Elle défend les principes de souveraineté nationale, de règlement pacifique des conflits et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. L'Égypte est l'un des pays fondateurs du mouvement des non-alignés. Elle adopte une politique étrangère équilibrée, fondée sur l'indépendance de décision et le refus de s'aligner sur un seul pôle international. L'Égypte participe à plusieurs cadres de coopération économique et cherche à attirer les investissements étrangers, à renforcer le commerce international et à soutenir le développement économique. Grâce à sa diplomatie active et à sa position géostratégique, l'Égypte joue un rôle influent au sein des regroupements internationaux et régionaux. Elle cherche à renforcer la coopération multilatérale, à préserver la stabilité régionale et à défendre les intérêts du monde arabe et africain sur la scène internationale. Alors, Madame Farida Al-Choubechi, on voudrait parler, sans lancer des fleurs, c'est pas parce qu'on est égyptien, mais quelle est la place aujourd'hui de l'Égypte au Moyen-Orient et sur le plan international? Bien sûr que c'est pas parce que nous sommes égyptiens, c'est le monde entier qui reconnaît à présent l'efficacité de l'Égypte, ses efforts pour instaurer la paix partout, pour instaurer l'aide entre les pays au lieu de s'entretuer. Au contraire, l'Égypte est toujours un facteur de bâtir, pas de détruire. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, l'expérience de l'Égypte, autant au début, tout à fait le début de l'institution de notre président comme président de la République, l'Égypte était dans un état vraiment, malheureusement, déplorable. Et actuellement, tout le monde voit que l'Égypte a fait un bond, magique, tellement il y a partout. Nous avons un président qui a l'oreille sur les battements du cœur des petits-enfants orphelins, des petits handicapés, des vieux et des vieilles égyptiens. Tout ça, c'est quelque chose qu'on avait perdu depuis depuis la fin des années 70. Donc vous parlez... La fin des années 60, c'est-à-dire après 70.
Vous parlez de l'humanisme du président, non sûr. seulement avec les Égyptiens, mais Avec aussi tout le monde. avec nos concitoyens arabes. Bien sûr. Et là, on voit que le continent africain vraiment est très confiant dans notre président, puisqu'il va être le chef de le bureau de la sécurité et la paix Aux Nations Unies. Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire ça montre à quel point les pays africains, le continent africain maintenant renouvelle sa pleine confiance en Égypte et à sa direction. Et ça, on avait perdu ça depuis le départ de Nasser. Parlons de paix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? C'est quoi cet acharnement de la violence partout dans le monde aujourd'hui? Partout. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? Moi, j'explique cela par peut-être un peu un déséquilibre humain et aussi un courage mal placé aussi de certains leaders qui pensent être des grands prophètes, si on peut dire. Même il y a le président américain a parlé une fois, j'ai lu ça et ça m'a choqué, comme s'il était Dieu. C'est-à-dire que lui, il fait ce qu'il veut selon sa conception à lui, pas selon les normes internationaux. Et on reviendra certainement au président américain. Oui. Je voudrais parler du rôle que l'Égypte a joué et continue à jouer dans la question palestinienne. Et comment la situation va-t-elle se développer? Oui. Regardez, moi, depuis le début, j'ai dit que l'attitude du président Al-Sisi, quand il a dit que c'était une ligne rouge, c'est indiscutable. Il n'y aura pas d'exode, il n'y aura pas de transfert des Palestiniens vers l'Égypte ou vers n'importe où. Et ça, il a tenu, et peut-être qu'au début, on croyait que ce n'était pas tellement fort, mais ils ont vu que ce qu'il dit, il le pense. Et il le pense, et il le fait, il l'applique, c'est ça. Et on voit maintenant que cette prise de position vraiment honorable de notre président a permis que la cause palestinienne saute au début de toutes les discussions internationales. Même jusqu'aux États-Unis, par exemple, le sommet de Sharm el-Sheikh, les discussions entre notre ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, avec ses collègues, les autres ministres des Affaires étrangères, ses homologues, tous les pays avec lesquels. Et l'Égypte a pu convaincre toutes les parties avec qui elle a discuté de son honnêteté, de son bon vouloir d'instaurer une paix, d'instaurer un pacifisme et une coopération. Au lieu de s'entretuer, on peut coopérer ensemble. On peut par exemple prendre une matière première d'ici avec des techniciens égyptiens ou le contraire, un matériel égyptien avec d'autres experts. C'est-à-dire l'entraide, c'est la meilleure solution qu'on puisse trouver dans le monde. Oui, mais à votre avis, qu'est-ce qui a arrêté ou freiné le complot américano-israélien pour l'évacuation des Palestiniens de la bande de Gaza? Qu'est-ce qui les a freinés? C'est-à-dire, ils pensaient liquider la cause palestinienne. Oui, ils étaient décidés. Justement. Mais le président égyptien, qui considère que les Palestiniens sont nos frères et que c'est notre avenir à nous, et que Israël, qui a été implanté dans notre région il y a 80 ans peut-être, où le président américain qui ne connaît rien dans la preuve, c'est qu'il a fait cadeau de Jérusalem-Est à Netanyahou. Et ça ne se fait pas. C'est-à-dire que, et je crois que le monde entier maintenant est conscient qu'il y a un changement qui est en train de s'établir. Il y a un changement qui est en train de se concrétiser parce que les gens ne peuvent pas supporter
comment dire, c'est un peu une anarchie, quoi, c'est-à-dire un chaos. Faites ça parce que moi je veux, non, ne le faites pas, aujourd'hui, le lendemain. Mais ils ont vu que la position de l'Égypte est la position stable et sincère et honnête. Et que l'Égypte n'est pas prête à changer. C'est-à-dire que c'est ça. Oui, mais ma question pour vous, pour Netanyahou ou le président Trump, qui ne respecte pas la loi internationale, du tout. Pourquoi ils n'ont pas tenu tête au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi? Qu'est-ce qui les a empêchés de lui tenir tête? Ils pouvaient le faire, comme ils l'ont fait avec d'autres présidents. Oui, ils ne peuvent pas le faire. Oui, mais là c'était une ligne rouge. Justement, parce qu'il est sérieux, parce qu'il est sincère. Il ne dit pas quelque chose... Et parce qu'il est fort aussi. Comment? Et parce qu'il est fort aussi. Il est très fort, il est sûr de sa popularité auprès des Égyptiens et même de tout peut-être les gens libres dans le monde. Et ça, il a tenu parce que s'il avait cédé, on allait être dans un pétrin incroyable, un chaos, une anarchie. Ça ne se fait pas, c'est pas l'Égypte qui peut faire ça. Ça veut dire un pays comme l'Égypte qui a son poids aujourd'hui, internationalement parlant, avec son armée, avec sa détermination et avec son unicité, surtout, c'est en quelque sorte, pour n'importe quel ennemi, une grande ligne rouge. Tout à fait. Et quand notre président déclare une ligne rouge pour n'importe quelle cause, ça veut dire que c'est une ligne rouge. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, M. Trump ne peut pas le menacer, M. Trump ne peut pas le soudoyer. C'est ça ce qui est le point fort de l'Égypte. En plus, l'Égypte est un pays qui était là avant que l'histoire ne soit là. Bien sûr. C'est-à-dire, comme a dit Breasted, il a dit c'est la conscience, c'est l'aube de la conscience. Alors on ne va pas perdre ça. On a laissé à un certain moment, il y a eu malheureusement un délaissement comme ça des causes importantes, mais on reprend maintenant avec notre président actuel, quelqu'un qui connaît la valeur de l'Égypte et qui connaît la valeur aussi de sa position géographique, qui est un don du ciel. Bon, pour la reconstruction de Gaza maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour cette reconstruction et quelle est la situation actuelle sur le terrain? La situation actuelle est plutôt, comment dire, optimiste. Parce que pour la première fois depuis 3 ans, il y a des Palestiniens qui sortent de Gaza et qui rentrent, d'autres qui rentrent à Gaza. Et ça, c'était aussi un objectif égyptien depuis le début, et évidemment c'est aussi un espoir pour les Palestiniens, parce qu'être comme ça sous les armes de Netanyahou et avec l'encouragement de M. Trump, qui a parlé une fois, ça m'a beaucoup choqué. Il a dit qu'il était très satisfait que les Israéliens ont récupéré le dernier cadavre des Israéliens. Et il n'a pas pensé à des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de Palestiniens qui meurent tués par les Israéliens, et la majorité ce sont des femmes et des petits-enfants. Il ne peut pas dire que les petits-enfants sont des membres de Hamas, par exemple. C'est un peu difficile à convaincre. Non, mais l'attitude et les déclarations du président américain Donald Trump sont à discuter. Vous voyez que le président américain, il a fait preuve à plusieurs reprises du non-respect du droit international. Est-ce que cela veut dire qu'il est soutenu par le Congrès américain ou bien il prend des décisions unilatérales? Non, je crois que ce n'est pas tout à fait unilatéral, mais il y a une partie qui l'encourage, mais ça se voit aussi actuellement dans le monde entier, il y a un désapprouvement. C'est-à-dire, personne n'est content de ce que les États-Unis font maintenant. Personne. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je lis la presse française, les traductions,
Et je vois que vraiment, c'est une déception pour le monde entier. Parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à faire des guerres. C'est-à-dire, et qui a fait un précédent, un antécédent dans la vie des États, d'aller prendre, voler, si on peut dire, un président de son pays, de sa maison même. Ça, ça ne se fait pas. C'est la première fois dans l'histoire. Bon, justement, quelle est la situation de la loi internationale vis-à-vis de cela? Vis-à-vis de cela, de cet enlèvement du président vénézuélien. Mais il a un mépris total des lois internationales. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'on n'arrive pas maintenant, on ne va pas faire la guerre aux États-Unis, mais petit à petit, il y a beaucoup d'États qui se détachent de cette politique, comment dire, massacrante. C'est-à-dire, quand on voit maintenant que chaque jour, chaque matin, on attend que Trump décide d'envahir un pays. Maintenant, c'est le Canada, le Greenland, bien sûr, et un autre pays, le Danemark, je crois, je ne suis pas sûr. Mais comme ça, il parle comme s'il était le gouverneur du globe terrestre. Ben justement, pour prendre de telles décisions, il faudrait bien qu'il soit soutenu par le Congrès américain. Oui, mais parce que ça, il ne peut pas le faire sans l'armée. Justement, mais actuellement, il perd beaucoup de ses supporters. Même dans le pays, dans le parti républicain. Il y a beaucoup maintenant qui se sont lavé les mains de sa politique. Et que devient le président vénézuélien? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, c'est catastrophique. C'est scandaleux. Ah, c'est vraiment catastrophique. Oui. Et avec sa femme? Justement. Justement. Et puis, comme s'il était, lui, le peuple du Venezuela. Mais t'as qu'à laisser le peuple juger d'avoir des relations avec son président. S'il est bien ou non, c'est pas les États-Unis qui décident maintenant qui nous gouverne. Dernièrement, les États-Unis commencent à avoir quelques problèmes avec l'Éthiopie? Avec l'Éthiopie, même avec Israël, c'est pas tout à fait comme avant. Parce que il y a des comptes dans le cerveau de M. Trump qui ne sont pas les mêmes tout à fait de Netanyahu. Comme quoi, par exemple? Par exemple, comme la persistance de tuer, de la guerre. Ça fait combien? Ça fait 2 ans, c'est la 3e année, n'est-ce pas? Et puis, depuis combien de temps M. Trump a dit qu'il fallait cesser le feu? Ils n'ont pas cessé le feu un seul jour. Et ça, ça discrédite les États-Unis. Oui, mais d'autre part, d'où ils se procurent ces armes? C'est les États-Unis qui... oui, justement, là, il y a un paradoxe. C'est un paradoxe incroyable. Incroyable. Des armes pour 3 années d'affilée. Justement. À quel prix? Et à quel prix de vie palestinienne? Gratuitement. C'est des dons offerts pour tuer. Comment est-ce que vous voyez le développement de la situation à Gaza? Est-ce que vous pensez que vraiment ce plan de la reconstruction de Gaza va se faire? Je pense que oui. Parce que chaque jour, il y a un côté qui se propose aussi comme avec tout ce qui veulent la reconstruction de Gaza. C'est-à-dire que c'est très peu maintenant les pays qui déclarent qu'ils sont contre. Même les États-Unis ne déclarent pas ça, parce que c'est honteux, c'est inhumain. Et pourquoi ils seraient contre? Pourquoi? Pourquoi ils seraient contre? Ils seraient contre? Pourquoi il y aurait quelques pays qui seraient contre la reconstruction de Gaza? Personne. Il n'y a que les États-Unis qui ne disent pas, mais même eux, ils ne disent pas qu'ils sont contre, mais ils disent oui, on essaye, on fait, et ils perdent le temps. Mais les États-Unis, ils sont dans le comité pour la reconstruction de Gaza? Oui, bien sûr. Mais comment il a pensé faire une rivière? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas...
je sens qu'il n'est pas conscient de la situation. Et il n'est pas conscient des malheurs et de la, comment dire, des souffrances des citoyens palestiniens à Gaza. Quand une femme perd ses 3 enfants en une seconde, c'est quoi ça? C'est inhumain. Inhumain, c'est aussi le... Bien sûr. On va passer à notre reportage. L'Égypte adopte une politique étrangère fondée sur la diversification de ses partenaires afin de renforcer sa position régionale et internationale. Grâce à son appartenance au monde arabe et au continent africain et à la communauté internationale, elle exploite ses partenariats pour soutenir elle profite plutôt, elle n'exploite pas ses partenariats pour soutenir son développement économique, garantir sa sécurité nationale et promouvoir la stabilité régionale. Un reportage. L'Égypte accorde une grande importance à ses relations avec les pays arabes. Elle œuvre au sein de la Ligue des États arabes pour coordonner les positions politiques communes, notamment sur les questions de sécurité régionale et la cause palestinienne. Sur le plan économique, l'Égypte développe des projets d'investissement conjoints avec les pays du Golfe, en particulier dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du développement urbain. Ces partenariats contribuent à soutenir l'économie égyptienne et à renforcer l'intégration économique arabe. L'Égypte considère l'Afrique comme une priorité stratégique de sa politique étrangère. Elle participe activement aux initiatives de l'Union africaine visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable. Elle renforce également la coopération avec les pays africains dans les domaines de l'eau, de l'électricité, des transports et de la lutte contre le terrorisme. À travers ces partenariats, elle cherche à consolider sa présence sur le continent et à défendre ses intérêts vitaux, notamment en ce qui concerne la sécurité hydrique. Sur le plan international, l'Égypte adopte une approche équilibrée fondée sur la diversification de ses relations avec les grandes puissances et les organisations internationales. Elle développe des partenariats stratégiques avec l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie dans les domaines économiques, militaires et technologiques. De plus, l'Égypte utilise ces partenariats pour attirer les investissements étrangers, moderniser son économie et renforcer ses capacités de défense, tout en maintenant une politique étrangère indépendante. Grâce à la diversification et à la complémentarité de ses partenariats arabes, africains et internationaux, l'Égypte parvient à renforcer son rôle régional et international. Cette stratégie lui permet de répondre aux défis politiques, économiques et sécuritaires tout en consolidant sa position en tant qu'acteur clé sur la scène internationale. Et nous voilà de retour. Donc on parlait tout à l'heure de la véracité du plan de la reconstruction de Gaza et vous disiez que les Américains avaient quelques réserves ou n'étaient pas pleinement ouverts à cette reconstruction. Tout à fait. Mais ils commencent maintenant à se plier c'est devenu une solution internationale maintenant. C'est devenu aussi un souhait international parce que ça ne peut pas se faire quand on est devant la télé comme ça et qu'on voit des petits enfants qui sont mouillés dans l'eau, enfouis et leurs tentes aussi pleines d'eau. Et en plus, les Israéliens, le gouvernement, je veux dire, israélien interdit et refuse l'aide. C'est-à-dire que l'Égypte a joué un rôle historique en aidant les habitants, les Palestiniens de Gaza à continuer, à avoir le courage de continuer, parce que sinon, si Israël avait réussi à interdire n'importe quelle aide, l'Égypte a fait je ne sais pas dire quoi, c'est une lutte vraiment historique et très noble. Et ça,
c'est ressenti par les Palestiniens aussi. Maintenant, vous savez que, entre parenthèses, ce qu'on s'appelait les frères musulmans qui ne savent rien de l'islam, essayaient tout le temps de salir la position égyptienne en disant qu'ils laissent les Israéliens agir comme ils veulent, et ce sont eux qui ferment le détroit de Rafah, alors que c'est pas vrai. Et maintenant, tout le monde voit à quel point l'Égypte a fait des sacrifices et à quel point l'Égypte a joué un rôle primordial dans la persistance et comment dire, la capacité palestinienne de tenir fort contre les Israéliens, pas les Israéliens parce qu'il n'y a pas d'armes, mais contre le projet israélien. Ils ont réussi à le jeter dans l'océan. Et comment est-ce que vous expliquez la force du caractère et de la personnalité des Palestiniens? On le voit même au niveau des enfants, les tout petits. Quand ils sont arrêtés? Non, la force de leur caractère et la force de leur personnalité. Bien sûr, mais ça, tout le monde maintenant le reconnaît. Oui. Tout le monde le reconnaît et le respecte. Bien sûr. Ça. Parce qu'on ne respecte pas, par exemple, un voleur qui rentre dans une maison et par force, non. On respecte ceux qui sont forts devant, en face au despotisme, la violence non justifiée et tout ce qui peut être contre l'humanité. Oui, mais ils ont un amour de la vie. Bien sûr. Une unité, une intégrité. Comment cette personnalité s'est formée de cette manière? C'est formé parce que ça, c'est leur patrie. Ce pas des gens qui sont venus, des mercenaires qui sont venus de tous les pays du monde, comme Israël. Non, parce qu'on ne peut pas être une nation selon sa religion. On est une nation, une religion, c'est une chose, et une nation, c'est la patrie. C'est là où on vit et où leurs grands-parents ont vécu. Moi, je dis toujours que les Israéliens ignorent une chose très importante, c'est que nous tous ici, nous, les Arabes, et Palestiniens et tout le monde, nous étions aussi au début ou bien des gens non religieux ou bien des Juifs. Ensuite, on s'est converti au christianisme et ensuite on s'est converti à l'islam. Mais nous sommes les originaires de cette patrie. Nous sommes là depuis l'éternité, depuis la création. Alors, quand vient quelqu'un me dire non, parce que tu n'es pas juif, tu n'as pas le droit de rester ici, ça c'est une bêtise aberrante et vraiment odieuse. Qu'est-ce qui est décidé maintenant concrètement parlant et s'il y a un calendrier pour la reconstruction de Gaza? Je crois qu'ils ne vont pas tarder à faire ça parce que je vous dis, c'est incroyable, c'est des gens qui ont perdu leur maison, tout le Gaza est devenu maintenant des ruines. Des ruines. Et des ruines odieuses. C'est-à-dire que vous trouvez une maison, par exemple. Une maison, c'est quoi? Une maison, c'est des gens. C'est des bébés, c'est des mamans, c'est des petits-enfants. Alors tout ça, c'est permis. Ça ne se fait pas. Ça n'a jamais... C'est un comportement inoubliable et sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Et même si on arrive à reconstruire Gaza, toutes les vies perdues, est-ce qu'elles vont rester impunies? Moi, je crois qu'ils seront punis et, à mon avis, je crois que Netanyahu a écrit la dernière page dans l'histoire d'Israël. Je crois qu'après ça, Israël n'aura pas de... N'importe quel pays maintenant a une honte de négocier avec Israël ou de traiter avec ce pays-là. Alors, c'est pas possible. Et parce que c'est un pays factice, il va disparaître. Et le Premier ministre israélien lui-même, Benjamin Netanyahu, comment est-ce qu'il est encore à la tête de son gouvernement? Parce que
Non, mais il y a beaucoup qui partent maintenant, qui quittent Israël. Et il y a comment dire, un vol, et même ils ont fermé les aéroports, parce qu'ils ont peur que ça continue beaucoup plus. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont comme Netanyahou. Mais la plupart, c'est des gens comme nous. Ils sont juifs, ils sont êtres humains, comme nous sommes des êtres humains aussi. Alors là, ils ont commencé à en avoir marre de la conduite de Netanyahou. Parce que Netanyahou, c'est un monstre. Et ils ont besoin de sécurité aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ils trouvent que c'est pas... C'est quoi ça? C'est-à-dire, quand on voit maintenant les décombres, les ruines de Gaza, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être un pas qui permet, par exemple, une discussion? Pas du tout. Et les Israéliens qui fuient Israël maintenant, ils vont vers où? Vers l'Europe? Je pense, oui. Vers leur pays d'origine. Parce qu'il y a beaucoup qui sont venus de Russie, de l'Europe. L'Europe, oui. Bon, on va passer à notre dernier reportage. Face aux transformations rapides du système international et à la multiplication des défis politiques, économiques et sécuritaires, l'Égypte a adopté une politique étrangère fondée sur la diversification de ses partenaires. Un reportage. La diversification de partenariats constitue un choix stratégique de l'Égypte, reposant sur plusieurs principes. Tout d'abord, elle permet d'éviter la dépendance excessive à l'égard d'une seule puissance internationale. Ensuite, elle offre à l'Égypte une plus grande marge de manœuvre diplomatique dans la gestion des crises régionales et internationales. Enfin, cette politique contribue à renforcer la capacité de l'État à défendre ses intérêts vitaux, tout en maintenant des relations équilibrées avec différents partenaires. Sur le plan régional, l'Égypte développe des partenariats multiples avec les pays arabes et africains. Au sein du monde arabe, elle renforce la coopération politique et économique, notamment avec les pays du Golfe, afin de soutenir la stabilité régionale et le développement économique. Au niveau africain, l'Égypte intensifie sa coopération avec les États du continent dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, l'énergie, les infrastructures et la gestion des ressources en eau, ce qui consolide sa position régionale et protège ses intérêts stratégiques. À l'échelle internationale, l'Égypte adopte une approche équilibrée dans ses relations avec les grandes puissances et les organisations internationales. Cette multiplicité de partenariats permet à l'Égypte de renforcer ses capacités nationales, d'attirer les investissements et de moderniser ses infrastructures, tout en conservant une politique étrangère indépendante et une liberté de décision stratégique. La politique de diversification des partenariats constitue un levier essentiel pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Égypte en s'appuyant sur des relations régionales et internationales variées et complémentaires. D'après le reportage, on voit que l'Égypte vit actuellement un âge d'or pour sa politique étrangère. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Parce que la diversification de tout ce dont on a besoin, on ne va pas avoir la tête étranglée. Voilà. On essaye, on est maintenant, par exemple, on prend quelque chose de la Russie, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Inde, comme ça. Alors, il n'y aura personne qui aura un dernier mot pour nous. Non. Chacun a une partie d'aide, et aussi rendue par l'Égypte, par d'autres profits à ce qui nous aide. Par exemple, on achète les armes, on les paye. Bien sûr. On les paye. Et on utilise, et puis maintenant on est en train de, comment dire,
de fabriquer nous-mêmes beaucoup d'éléments qui permettent la défense de notre pays. Et ça, c'est très important et c'est une, comment dire, vraiment un atout que nous avons, une direction qui sait très bien comment conserver le mot de l'Égypte et l'indépendance de l'Égypte. C'est de ne pas avoir la vie entre un pays ou un autre. Je pense que cette histoire d'avoir un peu partout des partenaires, c'est un petit peu reflété lors des élections de l'UNESCO qui ont été pour la majorité, ou pas pour la majorité, la totalité presque, sauf 2 ou 3 voix, pour le ministre Khaled El-Hanani. Oui, bien sûr, et il est respecté par tout le monde, dans le monde entier, c'est-à-dire parce que... Mais là, il faut dire aussi que nous avons récemment, je crois que c'était aujourd'hui, que l'Égypte a été nommée pour avoir le Conseil de sécurité et de paix dans le continent africain. Alors maintenant, l'Égypte reprend sa position avec le continent africain. Parce qu'avant ça, dans les années 60, on avait des relations formidables avec le continent africain et c'était pour notre bien et pour ça profiter à l'Égypte et au continent, aux pays africains qui avaient affaire avec nous, c'est-à-dire et ça c'est parce que le continent africain par exemple est très riche en matières premières, en terres agricoles. On peut avec la sagesse et l'obstination de faire quelque chose de bien pour les deux parties, ça va être bénéfique pour tout le monde. On l'espère vivement et on vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. C'était donc un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc on vous dit au revoir et à demain.